Lawan, bienvenue dans Graffiti. Pour ce numéro, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir l'universitaire, poète et chanteur Brahim Sassi. Brahim Sassi, Zulflek, bienvenue à Berbère Télévision. Zulflek Ayus Fagman, tout le plaisir est pour moi. C'est aussi un grand honneur pour moi d'être dans ton émission, une émission que je regarde, je suis un fidèle auditeur. Merci beaucoup, Brahim. Donc, avant de revenir à ton parcours de création et d'homme des médias aussi, puisque tu as fait de la radio, on va faire un peu aussi un survol de la situation internationale. Hein. On va commencer par ce qui se passe en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Et donc, en Syrie, c'est toujours les tueries. Et ça s'annonce très mal. Est-ce qu'il va y avoir, à ton avis, une issue à ce conflit meurtrier? Je pense que ce sera difficile. Mais il y a toujours de l'espoir et je pense que la communauté internationale arrivera à trouver une solution. En tout cas, le problème en Syrie, c'est qu'il y a beaucoup d'enjeux. Il y a les grandes puissances, exact. Et donc ça sera difficile. Mais je pense, enfin je l'espère, qu'ils trouveront une solution. On peut l'espérer, même si une forme de guerre froide se déroule dans cette région, dans la mesure où l'Iran, la Russie et la Chine sont d'un côté et l'Occident de l'autre. Tout à fait, et elle se dessine très bien. Et ce sera difficile. Il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Mais j'espère que la sagesse l'emportera, parce que ce qui se passe là-bas, c'est quand même assez dramatique. Le peuple en paye un prix très lourd. Tout à fait. Voilà. On n'est pas loin déjà des 20 000 morts depuis une année et demie. Oui. C'est énorme. Hein, c'est énorme. Nous avons vécu ça en Libye, mais il n'y a pas eu tant de morts. Oui. Et en Afrique du Nord, alors, on a vu la Tunisie, il y a eu une révolution, certains l'appellent une révolte. Et puis l'Égypte a suivi, la Libye a suivi, le Maroc il n'a pas trop suivi, l'Algérie aussi n'a pas trop suivi. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette exception algérienne? Oui, alors donc ce vent des libertés qui a soufflé, qu'on a appelé printemps arabe, une dénomination que je n'aime pas trop, hein, je pense que c'est dans... ce vent des libertés aurait soufflé de toute façon, parce que c'est le 21e siècle et je crois que les dictatures, on va voir la fin des dictatures. Voilà. Et donc ce vent des libertés qui a soufflé heureusement et donc qui a touché la Tunisie, l'Égypte, je dirais qu'en Tunisie, il a trouvé une société tunisienne déjà assez mûre. Assez structurée, en tout cas au niveau de son élite peut-être. Aussi. Oui. Donc, et une élite unie. Oui. Ce qui est très important. Tout à fait. Voilà. Et autour de l'essentiel, en tout cas durant la période de la contestation. Tout à fait. Et donc je dirais que les Tunisiens ont réussi leur révolution. Voilà. Donc même si pour beaucoup c'est un demi-échec. Dans la mesure où il y a les islamistes un peu au pouvoir. Voilà. Les islamistes modérés d'un Nahda. Modérés. Moi, bon, ceux qui tiennent, beaucoup de ceux qui tiennent cette position sont en fait, à mon avis, ce sont les gens qui ont beaucoup d'intérêt là-bas et en fait... qui ne veulent pas réellement le changement. Absolument. Et moi, personnellement, je pense, comme beaucoup d'ailleurs, que les Tunisiens... D'ailleurs, je les salue, je leur tire chapeau parce qu'ils ont réussi leur révolution. C'est-à-dire que tu as confiance en l'évolution démocratique de la Tunisie, parce que la démocratie, tu as certainement raison, c'est un long apprentissage. Tout à fait. Et donc là, les élections se sont bien déroulées. Tout à fait. Et la dictature est terminée. Tout à fait. Voilà. La liberté de dire existe, c'est très important. Elle existe, les Tunisiens sont enfin libres. Tout à fait, et jusqu'à présent, effectivement, le pouvoir en place n'a pas essayé d'imposer des lois, même si effectivement il y a une aile modérée qui est les salafistes, qui veut effectivement brouiller un peu les pistes. Bien sûr. Mais on se demande s'ils ne sont pas manipulés en plus aussi. C'est possible parce qu'en Tunisie, il y a aussi beaucoup d'intérêts. Voilà. Donc on revient toujours aux intérêts en jeu. Des uns et des autres. Des uns et des autres. Et donc on peut dire la même chose pour l'Algérie. Il y a une alors pour le Maroc, donc ça a soufflé ce vent
ça a soufflé en Tunisie, ça a marché. Oui. Après, l'Égypte aussi. Tout à fait, oui. Moi, je dirais... Il y avait un pharaon au pouvoir. Absolument. Je dirais la même chose, hein, que les Égyptiens ont réussi leur révolution. Parce qu'ils ont mis fin à une dictature où l'Égypte a appartenu pratiquement à un seul homme. Tout à fait. Et là, le peuple égyptien est enfin libre. Il est libre, mais il y a aussi un bras de fer entre les militaires et les islamistes. Bien mais sûr. tu penses que ça sera gérable? Que l'essentiel, c'est que la dictature est partie? Absolument. C'est-à-dire que l'Égypte ne sera plus jamais comme avant. Ça, c'est maintenant, donc, ça va évoluer, ça évoluera de toute façon. Hein. Le peuple est là pour veiller il ne va pas lâcher de sitôt ses acquis. Voilà. Là aussi, la parole s'est libérée. En plus, la démocratie ne se bâtit pas du jour au lendemain. Je veux dire, c'est un long apprentissage. Et là, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est de voir que les dictateurs ne sont plus en place. Et donc, l'avenir ne peut s'annoncer que lumineux. De toute façon, il y aura toujours des nuages par-ci par-là. Mais bien sûr, les constructions démocratiques en Occident se sont faites au bout de 2, parfois 3 siècles. Bien sûr, bien sûr. Il y a eu des allées et des venues. Quand on il y a voit eu la terreur. Absolument. Pour la Révolution française, juste après la Révolution, il y a eu la terreur. Absolument. Quand on regarde, par exemple, en France, la liberté de la presse, c'est récent. On a tendance à l'oublier. Hein. Tout à fait. Voilà, c'est récent. C'est vrai. Et pour l'Algérie alors, il y a une petite liberté de la presse écrite, mais le régime ne change pas beaucoup. Alors, avant d'arriver à l'Algérie, il y a le Maroc. Oui, c'est vrai. On peut alors, parler le du Maroc, donc le vent, il a soufflé un petit peu. Donc, le roi a eu peur, bien sûr. Mais le Maroc, c'est un royaume. Tout à fait. Le peuple marocain, malgré tous les problèmes, ils aiment leur roi. En tout cas, ils ont cette tradition. Hein. Voilà, ils ont Même cette si tradition. Dernièrement, il y a des voix qui s'élèvent contre le roi. C'est des voix d'intellectuels minoritaires. Hein. C'est une bonne chose. Oui. Et donc, je pense que l'officialisation de la langue tamazighte est historique. Hein, Tout à fait, exact. Pour la première fois de l'histoire. C'est le premier pays au monde à le faire. Voilà. Et donc, en faisant ça, je pense qu'il a... il a montré un visage ouvert pour... tout à fait, c'est un grand pas en avant. Voilà, pour une évolution future. Je pense que ça va évoluer dans le bon sens pour le Maroc, à mon avis. On peut l'espérer pour le Maroc aussi. Voilà. De toute façon, la construction de l'Afrique du Nord se fera un jour ou un autre entre tous les pays. Donc, s'il y a des avancées, les pays vont s'imiter un petit peu. Tout à fait, pardonnez-moi. Et je salue cette officialisation de la langue tamazighte, qui est vraiment une très très grande chose pour l'histoire. Voilà. Mais est-ce que justement le roi encourage vraiment l'enseignement de tamazight par exemple? Même en Algérie, il y a eu la langue berbère qui est devenue, après les tragiques événements du Printemps Noir, langue nationale. Mais force est de constater que le pouvoir n'encourage pas vraiment la langue. Bien sûr. Et il y a un peu un jeu politicien. Hein. Absolument. De toute façon, je pense que le roi du Maroc ne lâchera pas comme ça. Hein. Je veux dire... c'est aussi un dictateur, et donc quand on est habitué... oui, bien sûr. Mais comparativement à son père Hassan II, il est plus modéré, absolument. A été plus modéré, plus progressiste, plus moderniste, hein, depuis son arrivée au trône. Hein. Oui. Ça, pour l'histoire, il faut le dire. Hein. Il y a eu même une petite régression que ces mouvements en Afrique du Nord et au Moyen-Orient ont heureusement réorienté vers un peu plus d'avenir positif. Tout à fait. Et ce sera aussi difficile, hein, parce que la société marocaine, elle est quand même aussi assez divisée. Mais le fait que la langue tamazighte soit langue officielle est une grande chose, et c'est comme un socle. Je pense que la démocratie se bâtira dessus. Tout à fait, c'est un grand point. Et l'Algérie aurait pu faire la même chose. L'Algérie, justement,
l'Algérie a une histoire extraordinaire parce que ce vent des libertés a déjà soufflé chez nous. C'est vrai. Voilà. Nous avons vécu les tragiques événements d'octobre 88. Voilà. Et en 88, l'Algérie a vécu la démocratie pendant 2 ans. Tout à fait. Pendant 2 ans, le champ politique et surtout médiatique s'est ouvert. La télévision algérienne, qui est hermétique aujourd'hui, s'était ouverte pendant 2 ans. Bien sûr. Et on pouvait voir le président de la République, Chadli, débattre en direct à la télévision. Tout à fait, avec des journalistes. Voilà, avec qui posaient librement leurs questions et qui étaient pertinentes. Hein. Qui étaient pertinentes. Il est arrivé aux journalistes de poser des questions sur les services secrets en direct. Absolument. Et il était très à l'aise. Il a parlé dans un arabe algérien. Tout à fait. Voilà. Exact. Et depuis 88, c'était en 89, je crois, ce débat. Oui, ce débat c'était en 89, oui, si ce n'est pas en 90. Hein. Oui, 89-90. Et donc depuis, on n'a jamais vu ça, malheureusement. Malheureusement. Le champ médiatique s'est refermé après l'arrêt du processus électoral de 92. Hélas. Moi, je pense qu'il aurait fallu laisser faire les élections et gérer la situation, comme les Tunisiens sont en train de gérer. En réalité, ils nous donnent une leçon. Ils nous donnent une leçon de sérénité, de sérénité politique. Absolument. Parce que tous les Algériens ont le droit de vivre dans leur pays, quelle que soit leur croyance. Absolument. Malheureusement, le processus électoral a été interrompu et salué d'ailleurs par la communauté internationale. Dommage. Parce que je pense que si la communauté internationale a soutenu l'Algérie à cette époque-là. Dans son processus démocratique. Absolument, et je pense qu'on aurait, l'Algérie vivrait actuellement une démocratie. C'est dommage, mais 20 ans après, Brahim... Alors il y a eu 2001 après, hein, il y a eu 2001, le printemps noir. Il y a eu beaucoup de tragédies. Voilà, beaucoup de tragédies. Le printemps noir en Kabylie, on a tendance à l'oublier, mais il a existé. Hein. Absolument. Il y a eu près de 130 morts et les jeunes qui ont été tués par les forces de sécurité, leurs criminels ne sont pas passés en justice aussi. Hein. On a tendance à l'oublier. Il y a eu des élections, entre guillemets, peut-être, mais durant la campagne électorale des dernières législatives, ce débat n'a pas été tenu à propos de cette impunité. Absolument. Et d'ailleurs, toute cette décennie noire qui a fait beaucoup de mal au peuple algérien, malheureusement, où on a vu beaucoup de confusion, beaucoup de confusion. Tout à fait. Confusion, contradiction, parfois reniement, parfois trahison aussi. Absolument. Et où tout était possible. On pouvait tout faire sans être inquiété. L'impunité totale. L'impunité totale. Voilà. Et est-ce qu'on peut construire un pays sur l'impunité? Absolument. Sur l'impunité et l'injustice? Absolument pas. Et d'ailleurs, si je vous dis absolument pas, vous allez dire oui, Brahim Sassi, vous dites ça. Mais regardons l'histoire. L'histoire nous donne... toujours des références, bien sûr, c'est un miroir, des repères. Bien sûr. Et ce n'est pas possible. Un pays ne peut pas évoluer sur des non-dits. Il faut une démocratisation réelle. Il faut une vraie démocratie. Absolument. Pour donc avancer. Absolument. Pour qu'il y ait plus de justice sociale. Bien pour sûr. Qu'il y ait un partage de la rente pétrolière. Parce que l'Algérie est un pays très riche. Absolument. Mais l'Algérie est un grand pays. Le peuple algérien est un grand peuple. Malgré tout ça, on peut espérer le meilleur. Bien sûr. Et il y a des hommes. Parce qu'il y a des hommes. Il y a des hommes et des femmes aussi. Bien sûr. Oui. Absolument, mon cher Youssef. Il y a des hommes et des femmes qui œuvrent pour le bien de leur pays. Et certains sont dans l'ombre, et ils font de belles choses. La plupart sont dans l'ombre d'ailleurs. La plupart sont dans l'ombre d'ailleurs. Et donc, je suis optimiste. Donc, l'Algérie évoluera. Elle est en train d'évoluer. Il y a des choses qui se font. Oui, mais ça, c'est un peu parcellaire. Hein? Donc, ce n'est pas une connexion qui est à l'échelle nationale. Hein? Dans un contexte politique où souvent les partis politiques sont assez discrédités aussi. Mais effectivement, il y a une société civile. Est-ce qu'on peut effectivement espérer que cette société civile arrive à dépasser ces divergences et à construire pour la durée? Ce sera difficile. Bien sûr, la société civile peut y arriver, elle y arrivera. Ce sera difficile. Parce que l'élite ne suit pas malheureusement. Voilà, il y a la trahison de l'élite.
c'est-à-dire qu'ils ont des clercs. Voilà, on peut dire ainsi, et parce que je dirais que voilà, c'est-à-dire voilà, ils sont tous monnayables malheureusement, sauf ça c'est l'un des plus grands pour fléaux. la plupart en tout cas, et ça c'est vraiment c'est un fléau. Oui, la corruption fait des ravages, et surtout peut-être au niveau de l'élite. Alors absolument, ça commence déjà au niveau de l'élite et après ça descend en bas de l'échelle. Malheureusement, donc la corruption, je rebondis sur ce que vous venez de dire, Oui. est devenue une culture. Donc il y a Elle est devenue admise. Absolument. Et donc elle est admise par les autorités, même si on a tendance à lutter contre. Elle est admise aussi, Ibrahim, par la société, peut-être aussi. Aussi. Bien sûr, malheureusement. Et ça, c'est assez dramatique. Ça, c'est un fléau, hein, y compris en Kabylie. Hein. Voilà. Quand je suis en Algérie, bon, c'est un pays que j'aime énormément, donc à chaque fois que je peux me libérer, donc je vais passer quelques Tu y vas jours. souvent, pratiquement chaque année, tu vas au moins 2 fois, c'est ça? Tout à fait, 2-3 fois par an. Et donc, c'est un pays que j'aime plus que mon âme. C'est le pays des ancêtres, bien sûr, le pays des racines. Et donc, ce qu'on veut, c'est que le pays se modernise. Et ce qu'on voit ici en France, la démocratie qu'on voit en France, on aimerait qu'il y ait une démocratisation en Algérie, bien sûr. Et donc, ce que je constate, c'est que tout le monde, c'est qu'il y a une perte de valeur terrible. Voilà. La valeur de l'argent, il y a une mondialisation qui nous... L'argent a pris le dessus sur les valeurs? Absolument. C'est qu'il y a une mondialisation qui nous est tombée dessus. On n'y était absolument pas prêt. D'ailleurs, nous en parlions tout à l'heure. Tout à fait, effectivement. C'est une tendance mondiale, il ne faut pas se le cacher, voilà. effectivement. Donc, il se trouve qu'en Algérie, c'est encore, elle est accentuée. Bien sûr, parce que les valeurs ancestrales, culturelles berbères, ce sont des valeurs sociales, des valeurs d'entraide. Qui normalement peuvent nous protéger des valeurs, de ces fléaux, non humanitaires. Oui, tout à fait, humanitaires, humanistes. Humaines. Oui. Et donc, ça, je peux vous dire que j'ai du mal à comprendre comment on peut oublier, marcher sur ces valeurs ancestrales qui ont fait la grandeur des Berbères depuis des milliers d'années. Pour l'argent, ce terme revient terrible. Dans toutes les conversations. Il y a même de nouveaux fléaux qui sont apparus en Kabylie. Par exemple, la prise d'otages. C'est terrible. C'est un phénomène que cette région n'a pratiquement jamais connu de cette façon. C'est terrible, c'est terrible. Et là, bon, on peut se... Comment peut-on avoir c'est qu'on a vu le courage et faire ce genre d'acte dans une région qui est réputée quand même pour... qui a été préservée, qui s'est préservée de ces fléaux. Qui est communautaire. Oui. Qui s'est préservée de ces fléaux, du banditisme et autres, parce que justement, c'est une région qui a gardé ses valeurs pendant des milliers d'années. Et là, on voit des choses qu'on a du mal à comprendre. Mais bon, je dirais que si au sommet de l'État, il se passe aussi des choses... Oui, bien sûr, le pouvoir... les luttes claniques jouent de ces antagonismes de ces pertes de valeur. Tout à fait. Et je dirais que c'est un faux calcul. Oui. C'est un mauvais calcul. C'est un mauvais calcul. Là, parce que, de toute façon, l'Algérie se démocratisera. C'est inévitable. C'est inévitable. C'est inévitable. Donc, alors, ceux qui font ce calcul, le calcul de la discorde, ils se trompent et l'histoire ne leur donnera pas raison. Mais est-ce que ces gens-là pensent à l'histoire? Parce que, effectivement, l'Algérie vient de fêter ses 50 ans d'indépendance. Oui. Il y a eu des réalisations durant ces 50 ans. Absolument. On ne peut pas l'ignorer, hein, ne soyons pas nihilistes. Non, non. Mais beaucoup de problèmes n'ont pas été réglés, y compris ce problème de justice sociale. Bien sûr. Et donc, la justice sociale peut aider à ce que les valeurs restent. Bien sûr, bien sûr. Et donc... Il y a un grand chantier en Algérie. Il y a tellement de choses à faire et des choses à repenser. Je pense qu'il faut aussi se regarder un peu dans le miroir. Voilà. Je pense que si chaque Algérien se regardait dans le miroir,
il se poserait des questions sur son parcours, bien sûr, sur ce qu'il fait lui-même déjà. Absolument. C'est un bon raisonnement parce qu'effectivement, il n'y a pas que le pouvoir qui est en cause. Hein. Bien sûr. Nous sommes tous responsables de ce qui s'y passe. Absolument. Et donc, et là, je pense que le jour où chacun, justement, aura le courage de se regarder dans le miroir, les choses commenceront à s'arranger parce que, malheureusement, on a tendance à oublier que l'histoire nous rattrapera. Mais bien sûr, l'histoire rattrape toujours les peuples et l'histoire est souvent un éternel recommencement. Donc, et on peut regarder aussi les autres pays. Donc heureux ceux qui ont fait du bien à leur pays. Et qui ont aidé, ça c'est clair. Et qui ont aidé à la modernisation. Ceux-là resteront dans l'histoire. Absolument. Donc qui ont aidé à la modernisation, qui ont aidé à la démocratisation, qui ont aidé au progrès social. Certains ont donné de leur vie, hein, et ont donné leur vie pour ça. Énormément de gens ont donné leur vie pour ça. Et donc heureux ces gens-là parce que l'histoire s'en rappellera. Tout à fait. Et puis donc, nous sommes un peuple qui vivons dans un monde. Hein. Nous ne vivons pas en vase clos et on peut regarder ce qui se passe dans le monde. Hein. Et toi, Brahim, tu as vécu quand même un événement majeur en France. C'est l'avènement de François Hollande. Et on a constaté dans la société française un apaisement des citoyens. Tout de suite après l'élection de François Hollande. Absolument. Il y avait un climat presque électrique avant l'arrivée de François Hollande. C'est vrai ou pas? Je pense que François Hollande, c'est une chance pour la France. Pour la France parce que c'est un homme brillant déjà. Tout à fait. Il faut regarder son parcours. Quand il était étudiant à l'ENA, il était dans les 10 premiers. C'est un homme vraiment brillant. Et donc, cet homme marquera l'histoire. Tout à fait, même si la conjoncture économique est difficile, mais au moins, il va essayer d'être à l'écoute des aspirations d'une grande majorité de Français, surtout les plus faibles. Et puis, il n'a pas, comme la plupart, il n'est pas dans le discours de la peur. Et ça, c'est très important. Ni de l'invective, ni de l'insulte. Absolument. Hein, et il ne différencie pas les populations. Et ça, c'est une chance pour la France, qui est une terre d'immigration. Moi, je constate l'apaisement. Je constate l'apaisement. Et de toute façon, l'ancien président, il était usé. Il fallait qu'il parte. Tout à fait, ça c'est le propos de beaucoup d'observateurs qui craignaient carrément une explosion de ce pays si l'ancien président était resté. Toi, Brahim, tu te souviens, hein, tu connais la France, tu es là depuis maintenant près de 40 ans. Hein, presque, oui. Et donc tu connais un peu l'évolution de ce pays. Absolument. Et donc je voudrais qu'on fasse un peu ton parcours tout en regardant ce pays. Oui. Et donc tu arrives très jeune en France. Oui, j'avais une dizaine d'années et quand je suis arrivé, je me souviens, c'est comme si je sortais d'un rêve, du rêve à la réalité ou de la réalité au rêve. C'était vraiment magique. Je quittais le village pour la première fois, un village où Tiflitnatou Malik, d'ailleurs je les salue. Bien sûr. Yimma, Baba, Goumar, Istmar, bien sûr. Tiflitnatou Malik, je les salue. C'est un grand village. Voilà. Vous avez un saint qui est connu. Sidi Mohamed Malik, l'Arch Natidjar. Donc, Sidi Mohamed Malik. Bien sûr. C'est un repère de la Kabylie. C'est un mausolée qui est visité chaque année par des milliers de pèlerins. Et donc, j'ai vécu des années heureuses au village. Ça c'était avant la venue en France, bien sûr. C'est l'enfance, c'est normal. Et quand je suis arrivé ici en France, c'était vraiment... Je voyais les lumières de Paris, c'était comme un rêve. Mais malheureusement, les années passant, le rêve... se compliquait un petit peu. Le rêve a tendance à disparaître pour vraiment retrouver une réalité assez difficile. Réalité difficile. Difficile. Nous vivons la discrimination au quotidien. Et ça partout. Malheureusement. C'était déjà le parcours scolaire était un parcours du combattant. On fait juste une petite pause, Brahim, et on revient au débat. Hein.
reprend donc le débat avec Brahim Sassi, universitaire, poète et chanteur aussi. Hein. Brahim, donc tu te rappelais quand même de ton arrivée en France, et donc déjà à cette époque il y avait quand même la situation sociale difficile dans la mesure où il y avait déjà un peu de xénophobie, un peu de comportement excessif. Oui, il y avait beaucoup de racisme, et ça, bon, c'est un fléau pour la société française. Mhm. Et malheureusement, le racisme, on peut pas l'enlever comme ça du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Voilà. Et donc, c'était une époque difficile, et puis en même temps assez magique. Le parcours scolaire était difficile. Mais tu t'es bien en sorti quand même. Hein. Oui. D'abord, c'était le collège. Je crois que c'est un peu en banlieue Alors, donc, parisienne. au début, vous savez, mon père ne pouvait pas me garder à Paris. Oui. Donc, moi, j'aurais préféré rester à Paris, parce que Paris, c'était magique, avec toutes ces lumières. Il y a moins de lumière en banlieue. Et donc, il m'a confié à sa sœur, un petit, Sassi Taklif, la famille Ladaoui des Pierrefitte, Oui. à Pierrefitte, dans le 93. Et donc, j'ai passé 5 années avec eux. Et ils m'ont élevé comme leurs propres enfants. Comme leurs propres enfants, bien sûr. Je les salue, je leur dois beaucoup. Et donc, j'étais à l'école primaire Eugène Varlin. Et ici, il y avait quand même des gens, des gens de bon sens, des gens qui avaient la vocation de l'enseignement. Donc, ça, c'est la France des Lumières, elle oui, existe aussi. Oui. Et hein. je me souviens du directeur de cette école, Jean Dallarin, pèse à son âme, et qui avait toujours une écoute, qui m'avait beaucoup encouragé, même si parfois je le tutoyais, ça le faisait sourire, mais jamais il ne m'a fait la remarque. Voilà. Il y avait une institutrice aussi qui m'avait beaucoup aidé, Madame Chariot. C'était donc sans ces gens de cœur et de bonne volonté. À l'époque, il y avait encore l'ambition, il y avait c'est-à-dire. On croyait encore à l'école républicaine. Absolument. Bien sûr. C'était parce que c'est le chemin de la réussite. Absolument. Et c'est encore le chemin de la réussite. Tout à fait. Même si certains tendent à nous dire le contraire, et c'est assez dommage. Tout à fait, c'est toujours le chemin de la réussite. Absolument. Et la France, de toute façon, la France de François Hollande a l'ambition de réhabiliter l'école républicaine. Exactement. Et c'est un atout majeur. Hein. Et à donner leur vraie place aux enseignants. Tout à fait. Je rappelle, Brahim, que ton parcours, tu l'as dit aussi dans un livre. Hein. Oui. Brahim Sassi sur les traces de Slimane Azem, un livre entretien avec Mohamed Chlif Zirem aux éditions Lumière Libre et qui a été traduit en italien. Tout à fait. Et donc, tu as quand même exporté un peu notre culture en Italie. Absolument. Juste avant d'arriver là, donc de l'école primaire Eugène Varlin, le lycée Paul Éluard à Saint-Denis, du lycée Paul Éluard, l'université Paris 8 à Saint-Denis. Et après la création artistique, à partir justement de ces études universitaires. Oui, bien sûr. On va arriver aux études universitaires, on va arriver à ton expérience de la radio. Professionnelle. Bien sûr. Hein, voilà, donc ce livre, c'est un livre entretien, Brahim Sassi sur les traces de Slimane Azem. Brahim Sassi, Slimane Azem. Et donc j'ai rencontré l'écrivain journaliste Mohamed Chlif Zirem pour cet entretien. Et donc l'entretien était assez long et très intéressant. Et donc Mohamed Chlif Zirem a fait de cet entretien un livre. Un livre, oui, comme ça et se qui fait et qui traditionnellement. Voilà, et qui a eu une grande réussite en Algérie. D'ailleurs. Et peut-être même en Italie, non? Même en Italie, puisqu'il a été traduit en italien, en même temps que justement le recueil de poésie qu'a fait Mohamed Chlif Zirem. Et donc Brahim Sassi sur les traces de Slimane Azem a été traduit en italien, donc dans une version bilingue. En français et en italien. C'est très bien. Et donc Brahim, si tu nous disais un petit peu quelques mots sur ton expérience à l'université. Alors, je crois que tu as fait Paris 8. Absolument. J'ai fait Paris 8. C'était facile, c'était difficile, c'était laborieux? C'était pas facile. D'accord. Donc laborieux aussi parce qu'il fallait travailler
et à l'époque, donc j'étais aussi caricaturiste, portraitiste, je dessinais sur les grandes places touristiques de Paris. Parisiennes, et donc je faisais les deux. Il fallait aller à l'université et aller dessiner pour gagner aussi un petit peu, Oui, avoir un peu d'argent. Et c'était une époque difficile. Mais je me suis accroché. Tu avais le courage quand même de réussir, oui, et la volonté, bien sûr. Voilà. Et j'ai vu, bien sûr, le monde estudiantin qui n'est pas simple. Hein, je veux dire, tout à fait. Même le racisme existe aussi à l'université, malheureusement. Mais il y a une grande communauté berbérophone à Paris 8. Oui, déjà à l'époque, on avait une Paris 8 association. était l'ancienne université de Vincennes. Hein. Elle a été transférée à Paris 8, à Saint-Denis. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et donc, déjà à l'époque, il y avait une association des étudiants algériens, une association des berbères. Mais malheureusement, c'était tout ce que faisaient ces associations-là, c'était dans le folklore. D'accord. Elles n'allaient pas à l'essentiel, elles ne mettaient pas de vraies connexions entre les étudiants et la communauté. Non, malheureusement. Et c'était assez clanique. C'est d'ailleurs dommage, et c'est ce qu'on voit. C'est très sectaire. Très sectaire, oui. C'est assez pratique, hein. C'est assez répandu. Il y a une chose qui m'avait frappé à l'université, c'est il y a beaucoup de communautés, il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui étudient à Paris 8. À Paris 8, bien sûr. Et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est justement le communautarisme. À l'époque déjà, je me suis posé la question, je me dis... Donc les étudiants français c'était un clan. Alors que c'est l'université, absolument, normalement, c'est l'ouverture, donc c'est la tolérance. À la cafétéria, il n'y avait presque pas d'échange. Les étudiants algériens d'un côté, les arabophones d'un côté, les berbérophones d'un côté, les français d'un côté, les étudiants africains d'un côté. C'était fragmenté comme ça, et c'est vraiment dommage. C'était dommage. Ah oui. Et donc, tout de suite après, mon ami Ibrahim, tu as fait de la radio. Ah oui. C'était la grande période des radios quand même. Hein. C'était juste après qu'elle soit lancée par François Mitterrand, je crois. Voilà, c'est début des années 80. Début des années 80. Et c'était une période heureuse de la liberté. Les radios FM ont ouvert quand même un champ. Il y a eu plusieurs radios libres. Il y a eu la radio Tiwizi, Tamazir. Il y a eu Radio Tamazir. Plus tard, Radio Tamazir, à partir de 79, même avant, ils ont commencé, oui. Et plus tard, donc ils sont restés très longtemps. Plus tard, il y a eu Radio Tiwizi. Radio Tiwizi qui a cessé d'émettre en 1992. D'accord. Voilà. Mais malheureusement, voilà, c'était très clanique. Aussi, c'était sectaire, quoi, même dans les radios. Ah oui. Mais il y avait une chose intéressante, c'est que un créateur pouvait facilement, par exemple, faire une émission chez eux. C'était vraiment ouvert. C'était ouvert pour les artistes, les créateurs. C'était ouvert. Ça, c'est bien quand même. C'était ouvert. Encore faut-il faire une rencontre, la rencontre qui puisse t'introduire. Encore faut-il s'en approcher. Hein. Voilà. C'était quand même pas évident. Et toi, tu as travaillé à Radio Beurre au départ, c'est ça? Alors, oui, en 1992. Je me suis retrouvé à Radio Beurre, j'étais encore étudiant. J'avais fait un stage chez eux, technicien animateur, et théoriquement ils devaient m'embaucher pour un mi-temps, ce qui tombait très bien, puisque en tant qu'étudiant c'était intéressant. Et ça ne s'est pas fait, malheureusement, justement à cause des luttes claniques qu'il y avait ces comportements au sein de la radio. Absolument. Oui. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Et donc, j'ai compris, justement, par la suite, par exemple, ce qui s'est passé pour Slimane Azem par la suite. Donc, j'ai compris pas mal de choses. Tu as compris à travers la radio comment peut-être Slimane Azem, le grand Slimane Azem, a été marginalisé par les siens. Oui, tout à fait. Parce qu'on pouvait... uniquement parce que vous faites du bon travail, on peut vous marginaliser
faire disparaître par jalousie, peut-être vos vous chansons. n'êtes pas du même bord politique. Il y a aussi. Il y a de ça. Aussi, Hein. il n'y avait pas de tolérance. Voilà, il n'y avait pas de tolérance. C'était vraiment c'était très sectaire. Il n'y avait pas de tolérance. C'était la même chose à France Maghreb ou c'était un peu moins flagrant, on va dire? C'était peut-être moins. Au début, quand j'ai connu Radio France Maghreb, au début, c'était beaucoup moins. Par la suite, ça s'est compliqué. D'ailleurs, après, oui. bon, après, il n'y avait pas plus resté d'émissions. longtemps, bien sûr. Non, et puis il n'y avait plus. Moi, j'ai fait juste un passage chez eux. En 2001, 2002, je faisais une rubrique dans une émission. À Radio Maghreb, une émission animée par Saïd Kejat, une émission culturelle. Que nous saluons ici. Oui, absolument, on le salue. Dans cette émission-là, je faisais une rubrique sur l'histoire antique des Berbères. Ça, c'est un très beau thème. Hein. Oui, c'était un bon thème porteur et puis c'est un thème qui est méconnu quand même. Hein. Voilà. Nous avons une grande histoire et elle gagnerait à être connue. Absolument. Et d'ailleurs, ce thème-là, là, à Radio France Maghreb, j'ai fait ces rubriques-là, des rubriques que j'avais déjà fait des années 93, de 93 à 96, dans une radio locale à Persan. Belovac FM, je crois, si je me souviens. Tout à fait. C'était je faisais ça dans une émission avec moi, Cherbi, une émission culturelle. On le salue aussi. On le salue aussi. Et donc, où j'apportais une page littéraire ou une page d'histoire, justement, sur l'histoire antique des Berbères. Ce que j'ai fait aussi par la suite, quand moi, Cherbi est venu à Beurre FM en 1996. Donc, j'ai fait pendant 2 ans. Tu as continué à le faire aussi. Voilà, pendant 2 ans. Après, ouais. pour diverses raisons, j'ai quitté la radio, je suis parti. Et bien sûr, mais tu as quitté la radio, mais tu n'as pas quitté les arts. Hein. Non, bien sûr. Tu n'as pas quitté la création. Heureusement. Heureusement. Ouais. Et donc, c'est pratiquement à la même période que tu fais ton premier album. Hein. C'était en 92. C'était en 92. Voilà, en 92. Et déjà, il y a Slimane Azem qui t'influence. Hein. Oui, ce monument de la chanson nord-africaine. C'est le symbole de la culture algérienne, berbère, kabyle. C'est le symbole de l'homme libre aussi. De l'homme libre aussi. C'est quelqu'un que personne n'a corrompu. Il faudrait le redire à chaque fois que c'est possible. Et ben justement, Slimane Azem est mort en homme libre. Hein. En homme libre, c'était un homme fidèle à ses convictions. Tout à fait. Personne qui n'a jamais monnayé sa liberté, jamais. Y compris avec le pouvoir algérien qui a essayé maintes fois de le récupérer. En lui offrant même des milliards. Voilà. Mais non, c'était un homme vrai, comme l'étaient les anciens Kabyles. C'était un homme fidèle à ses convictions, un homme tout à fait. Donc, et il a produit énormément. On se plie jamais. Et d'ailleurs, on se brise, mais on se plie leur pas. poésie se ressemble. Hein. Leur poésie, on peut s'y retrouver, bien sûr. Y compris dans l'œuvre de Si Mohamed que celle de Slimane Azem. Bien sûr, parce que c'était une référence. Si Mohamed était une référence pour Slimane Azem. D'ailleurs, il lui a rendu hommage. Inès, ديال خاطرك يا سي محمد أوين يجيان رساسي الفن قبايليت. يمكن يعاس ديال خاطرك يا سي المنازم أوين يسبد أن رساسي الفن قبايليت. Donc voilà, donc il faut se ressourcer dans les sources que nous ont laissées les anciens, où il y avait vraiment beaucoup de sagesse et beaucoup de vérité. Et toi, Brahim, tu arrives, tu es en France, hein, mais comment est-ce que tu as pu découvrir Slimane Azem? Ce n'est pas évident. Hein. Oui. Aujourd'hui, beaucoup d'Algériens, beaucoup de Kabyles qui vivent en France n'ont pas ce lien avec la culture des ancêtres. Écoutez, mon père l'écoutait beaucoup, donc j'aimais beaucoup Slimane Azem. Mon père aussi adorait Slimane Azem. Bien sûr. Et donc... Et par la suite, donc moi, quand j'étais petit, j'écoutais ici en France, donc j'écoutais des chanteurs français. J'aimais beaucoup Brel, Brassens. Comme tu aimais les poètes français aussi. Hein. Aussi, bien sûr. Et donc j'aimais beaucoup, et j'aime toujours, les chanteurs à texte. Voilà.
Et quand chez Slimane Azem, j'ai découvert un talent extraordinaire. Extraordinaire, c'est d'abord la poésie, ou bien c'est la musique, ou bien c'est un tout? Alors, c'est la poésie profonde, la poésie des anciens qui véhicule tellement de valeurs, qui véhicule les valeurs ancestrales berbères. Tout à fait, ça c'est vrai. Voilà, donc quand on écoute Slimane Azem, c'est comme si on buvait à la source de l'Akfadou ou du Djurdjura. Tout à fait. Et la voix aussi était remarquable. Il chantait juste, une musique très profonde. Et ce qui m'a encore le plus marqué, c'est ces chants dans l'isterba, ces préludes chantés d'une extrême justesse. Slimane Azem était vraiment un homme hors du commun. Ça, c'est sûr. Mais Brahim, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'aujourd'hui, mis à part quelques traductions en français et en arabe, l'œuvre de Slimane Azem reste méconnue, alors que c'est un grand poète universel qui pourrait être traduit dans une quarantaine de langues. Sa thématique est universelle. La thématique de l'exil existera toujours. Ben oui. Avec un monde en chamboulement, l'exil est toujours là. Bien sûr, il avait bien sûr l'exil et Slimane Azem, vous savez, il a tellement souffert, il a beaucoup souffert. Cet exil le rongeait. Mais il ne le montrait pas. C'était un homme très jovial. Oui. Il avait toujours son courage aussi. C'est un homme très courageux. Très courageux. Et c'était vraiment un Mouarazmni, la sagesse. Il était le reflet de la sagesse kabyle. C'était les gens qui l'ont connu, quand ils me parlent de lui, c'est avec les larmes aux yeux, tellement cet homme était puissant et fort, et tellement humain. Il était tellement humain. Et ce qui manque actuellement, malheureusement. Et donc oui, un homme qui avait un tel talent ne pouvait que s'attirer les envieux. D'ailleurs, malheureusement, c'est quelqu'un qui avait des principes aussi. Hein. C'est quelqu'un c'est peut-être l'un des rares chanteurs kabyles qui n'a pas chanté pour l'amicale des Algériens en Europe. Oui, il avait des principes. Pour lui, la langue tamazight, la langue kabyle, on ne pouvait pas la monnayer, quoi. On ne pouvait pas la monnayer, on ne pouvait pas l'oublier, on ne pouvait pas passer outre. C'était la base de l'Cess. Mais une autre question qui est un peu dérangeante, on va dire, comment on peut expliquer aujourd'hui qu'un monument comme Slimane Azem soit banni de la chaîne kabyle en Algérie? Il était, plus maintenant. Non, il était bien sûr. Il était banni de 67 à 88. 88, voilà. Oui, on a l'ouverture démocratique. Voilà, après les tragiques événements d'octobre. Voilà. Et écoutez, un homme qui avait un tel talent ne pouvait que s'attirer des ennemis, des envieux, des jalousies claniques. Donc, au départ, c'était l'entourage, beaucoup de créateurs, de chanteurs, le jalousier au sein de la chaîne 2. Et donc, du jour au lendemain, on a arrêté de passer ces chansons en 1967. Et ce qui est étrange aussi, c'est que personne ne s'est dit pourquoi. Oui, personne ne s'est dit, arrêtons quand même cette exclusion, cette marginalisation. Oui, malheureusement. On aurait pu le dire. Je crois qu'on a tous une responsabilité, sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a... C'est dramatique. Et puis, ça s'est reproduit aussi avec Lounas Mahtoub. Hein. Lounas Mahtoub aussi a été banni de la chaîne kabyle, hein, des médias algériens en général. Hein. Lui aussi n'arrive dans les médias algériens et kabyles qu'après les événements d'octobre. Oui. Auparavant, il était impossible qu'on parle de Mahtoub Lounas. Voilà. Et pourtant, très populaire en plus de ça. Mais bien sûr, bien sûr. Donc voilà, le problème, je vais vous dire, le problème, l'un des grands problèmes algériens, c'est l'autocensure. Voilà. L'autocensure pour faire plaisir, pour s'attirer les faveurs du pouvoir. C'est des formes d'excès de zèle de certains pour garder des échelons dans leur carrière, pour avoir des intérêts matériels. Et combien triste, de tels comportements mesquins. Voilà. Et donc voilà, certaines personnes comme ça ont agi
Donc, bien sûr, le pouvoir... ça l'arrange, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Parce que le pouvoir... Peut-être qu'il n'y a pas eu même pas de directive réelle Rien du du pouvoir. tout, j'en suis persuadé. D'ailleurs, on l'a dit, bon, on dit par-ci par-là que... je me souviens que Kamal Hamadi, dans une interview, disait qu'il n'y a eu aucune directive, que quelqu'un avait ajouté son nom au stylo. Mais lui, il était là. Alors, qu'a-t-il fait? Et qu'ont-ils fait, les autres? Donc, ils ont tous applaudi, ou bien ils se sont tus. Ils n'ont rien dit. En tout cas, peu de gens ont réagi à cette exclusion. En tout cas, ceux qui n'ont pas applaudi se sont tus, ils n'ont rien dit. C'était le silence. C'est dramatique ce qui s'est passé. Tout à fait. Brahim Sassi, je voudrais que tu nous parles d'un grand chanteur aussi que tu as eu la chance de connaître, Youssef Abjaoui. Youssef Abjaoui, tu l'as rencontré plusieurs fois à Paris. Absolument, absolument. Et Youssef Abjaoui était un immense personnage. J'ai eu la chance, dans les années 90, début des années 90, d'assister, même fin des années 80, d'assister à certaines de ses soirées. C'était un talent extraordinaire. On dit de lui qu'il maîtrisait l'art du Chabi à la perfection. Il a fait l'école du Chabi. C'était vraiment... il a été formé par Saad Rabjaoui. Donc, il avait un orchestre en Algérie. C'était un homme remarquable, très très bon musicien. Il maîtrisait... C'était un militant nationaliste. Il a été dans l'orchestre du FLN aussi. Aussi. Donc, c'était vraiment un homme remarquable. Et malheureusement, moi, ce que j'ai constaté dans ces années-là, c'est que un grand monsieur comme ça, il était rarement invité dans les grandes festivités berbères. On le jalousait un petit peu, on avait un peu peur de son art, on avait peur qu'il éclipse un peu les autres. Ça, j'en suis persuadé. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Et c'était, bon, le fait qu'il appartenait peut-être à une autre région, parce que ceux qui étaient en vogue, ils étaient tous de la Grande Kabylie. Quoique de la Haute-Kabylie n'est pas très intéressant, hein, c'est un terme colonialiste, hein, disons Haute-Kabylie et Basse-Kabylie. Voilà, oui. Juste. Lui, donc, de la Basse-Kabylie, et c'est vrai que les chanteurs de la Basse-Kabylie ont toujours été un peu marginalisés. Il faudrait que cette distinction s'arrête. Hein. Bien sûr. Le pays kabyle est immense. Hein, bien sûr. Et on a tendance à croire qu'il n'y a que Vgaïet et Tizi Ouzou, mais Sétif, Borj Bouararij, une partie de Gigel, Boumerdes, c'est la Kabylie aussi. Et j'aurais tellement aimé le voir dans les grands spectacles. Je me souviens, il avait participé à un enregistrement de Mahatoub Lounès, où il a joué du luth. Mais quand Mahatoub a fait le Zénith, c'était le Zénith, oui. Oui, le Zénith, oui. J'aurais tellement aimé, s'il l'avait invité, ça aurait été extraordinaire. Pour chanter une chanson ou deux, je vous assure, quand vous l'entendez chanter, c'était une pure merveille. Et voilà. Ibrahim, donc tu n'es pas resté à un seul album, tu as fait d'autres albums. Tu peux nous dire rapidement alors les albums? Alors les premiers albums c'était l'hommage à Siman Azam. Oui. Et par la suite, donc j'ai fait d'autres albums où il y a toujours un regard c'est assez philosophique quand même, où il y a un regard sur la société algérienne ou sur l'humain en général. Tout à fait, tu as plein de thématiques en réalité, hein. Tu parles du temps qui passe, de l'exil, de l'amour, hein, de la philosophie de la vie, hein. Tu as roulé ta bosse toi aussi maintenant. Et musicalement, il y a une rencontre quand même qui m'a beaucoup aidé, c'est Sitri Bali de Maafra. C'est très bien que tu le dises. Voilà, Sitri Bali de Maafra m'a beaucoup encouragé. D'ailleurs, il a joué avec moi dans. C'est un virtuose dans les albums. C'est un virtuose du Shaabi. Et comment tu l'as rencontré? C'est aussi grâce à lui que j'ai pu approcher Youssef Abjaoui. Il tenait un café dans les années 80 dans le 20e arrondissement. Et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer la plupart des chanteurs kabyles de l'époque, comme Aït Mslayan et d'autres. Sid Msaoudi, qui était aussi un grand monsieur. Tu as rencontré pratiquement tout le monde. Absolument, hein. Absolument. Mais je vous dis, Youssef Abjaoui vraiment m'a... Il t'a vraiment marqué. Voilà. Donc, et il était aussi simple dans la vie quand même. Beaucoup de gens disent que c'était un vrai gentleman. Incroyable. Et moi, je le regardais jouer. C'était aussi fluide que l'eau d'une source du Djurdjura. C'était vraiment magique.
C'était un grand monsieur. Brahim, tu chantes, c'est vrai, tu dessines, c'est vrai, mais tu écris beaucoup de poèmes en kabyle que tu n'as pas encore chantés. Oui, on écrit beaucoup. Qu'est-ce qui t'inspire? Tu es à Paris et tu écris souvent en kabyle. C'est marrant parce que je suis à Paris et quand j'écris, parfois, mon esprit est en kabylie. Donc, j'écris sur le temps qui passe, sur la vie, sur l'humain, j'ai aussi j'ai un album normalement qui je ne sais pas quand je vais le sortir. Mais il sortira, voilà, ça c'est sûr. Un album Smara Talouf Mdah, voilà, Talouf Mdah, la fable des troubadours, où je donne une certaine vision. Je dis que il ne faut pas regarder seulement c'est bien aussi oui, bien sûr. لا معناه لن ولي تالون لاني مسنون الى يليون الى قصف كنازاليس نعم يمكن ان اذا سون ماشي نقول كان انتبع كان يضبلني وكان نشرح انه لن ولي تالون لن ولي الى في كتابين وإذا كيتالون في كتابين الى قنتنا يمكن دانون ذرون انسي تسويت يمكن toi-même tes poèmes oui, il faut regarder le monde, le monde il avance. Donc, je disais donc pour tes poèmes, ça serait bien aussi qu'ils soient publiés en livre, hein, pas seulement en chanson. Il faudrait. Il y a un projet que j'ai évoqué qu'on a évoqué d'ailleurs avec Mohamed Chif Zirem sur un livre voilà, de poèmes ou une biographie. Enfin, il y a beaucoup de projets dans ma tête. Et donc, derrière Talouf Mdah, il y a un autre album aussi qui sommeille, qui veut sortir. Ah d'accord, il sera intitulé comment? L'amour se fait rare. Ah ça c'est bien, ça c'est vrai, voilà. Hein, l'amour se fait de plus en plus rare. Il y a quelques chansons d'amour vraiment extraordinaires. Oui. Je veux dire, c'est un appel au cœur. Et je dis dans toutes ces chansons-là, même s'il y a des chansons assez tristes, je dis qu'en fin de compte, la vie c'est l'amour. Voilà. Bah oui, bien sûr, sans amour, voilà. la vie, c'est pas l'argent, c'est l'amour. N'a pas de couleur. C'est le cœur. C'est le cœur. Tout à fait. Brahim, toi, tu travailles dans le secteur culturel à Paris. Absolument. Hein. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce travail culturel immense que la mairie de Paris entreprend? Absolument. Bon, Paris est une ville culturelle extraordinaire. Il se passe des choses extraordinaires. Il y a une richesse culturelle extraordinaire. Moi, je travaille pour la direction des affaires culturelles dans l'enseignement artistique. Oui. Voilà. J'ai un travail plutôt de conseil, de renseignement sur tout ce qui concerne les études musicales, l'organisation des études musicales. Dans les conservatoires parisiens. Donc à Paris, il y a 17 conservatoires. Voilà. Uniquement pour la ville de Paris. Voilà, hein. Voilà, exactement. Donc il y a 15 conservatoires municipaux. Il y a, normalement il y a un conservatoire par arrondissement. Mais le centre de Paris, comme c'est des petits arrondissements, il y a 4 arrondissements, ils ont un seul conservatoire. Donc il y a 15 conservatoires municipaux, il y a 2 conservatoires, un conservatoire à rayonnement régional, le CRR, et un conservatoire, le CNSM, le Conservatoire national de musique, à Paris. Donc c'est Paris. Est-ce que les pays étrangers viennent s'inspirer de cette politique culturelle parisienne? Ah bien sûr, absolument, parce que c'est quand même assez comment dirais-je, assez original. Tous ces conservatoires parisiens, l'organisation des études musicales. Et beaucoup de pays, bien sûr, j'aimerais qu'un jour l'Algérie fasse un partenariat avec les affaires culturelles pour justement organiser les études musicales en Algérie. Voilà. Il y a un conservatoire d'Alger qui est très bon. Il y a un orchestre qui est très bon aussi. Mais il y a très peu de moyens. Hein, il y a très peu de moyens. Moi, mon rêve, c'est de faire des conservatoires dans chaque arrondissement à Alger, comme cela se fait à Paris, et de faire des conservatoires un peu partout, dans chaque localité
Mais pour ça, il faut une volonté politique, bien sûr. Il faut une volonté politique, une politique culturelle. Voilà, aussi, et s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, c'est important. Aussi, et dernièrement, il y avait un directeur de conservatoire tunisien qui était venu voir comment ça se passe à Paris. Oui, un conservatoire privé de Monastir, en Tunisie. Voilà. Oui. Et il est venu, donc on s'est rencontrés. Il voulait faire des partenariats avec les conservatoires parisiens, et ça va se faire certainement. Donc où des étudiants tunisiens viendraient en stage à Paris, et des étudiants français. Une sorte de jumelage voilà, culturel. Tout à fait. Et donc c'est magnifique, ça se fera sûrement. Est-ce que donc je lui ai posé la question, lui qui a eu l'occasion de visiter Alger et le conservatoire d'Alger et l'orchestre national, national, et il m'a dit que il y a de bonnes choses. C'est un grand conservatoire, l'orchestre, c'est un orchestre de niveau. Il y a des choses qui se font, et il y a aussi des écoles de musique privées à Alger, mais personne ne sont pas très médiatisées. Voilà, on ne sait pas, mais ça existe. Tout à fait. Voilà, donc il y a des choses qui se font en Algérie. Est-ce qu'on peut faire ce travail de jumelage entre certaines villes de la région parisienne et la Kabylie, par exemple? Bien sûr, et ce serait une très très bonne chose. Ce serait une bonne chose. Bien sûr, bien sûr. Moi, quand je rencontre des officiels, je leur dis que l'Algérie est un pays extraordinaire. C'est pas ce que nous racontent souvent les médias. Il y a des choses positives. Il n'y a pas que du négatif. On peut toujours construire des choses. Bien sûr, on peut toujours construire. Voilà. Et c'est un pays tellement immense, il y a des choses à faire. Et il faudra les faire. Il faudra les faire dans la tolérance et certainement l'amour. Et l'amour, voilà ce qui manque souvent. Et on arrive à la fin de l'émission. Et un dernier mot, mon ami Brahim. Eh bien, merci de m'avoir invité. On a passé un moment très extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup d'espoir parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui œuvrent pour le bon sens et pour que leur pays évolue. Donc la démocratie, moi je la vois arriver, et donc on y arrivera avec justement. On arrivera tôt avec beaucoup d'amour et beaucoup de cœur. On y arrivera. On y arrivera. Merci mon ami Brahim. Merci beaucoup. Mes amis, je vous dis à vous aussi merci de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Au revoir.